Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. J'aimerais réagir sur le rachat de Twitter par Elon Musk. Donc, beaucoup de gens ont dit que cette fois la liberté d'expression est revenue, que tout va bien marcher, que Musk est un héros. Non, déjà, faut nuancer. La première chose, c'est que le principal objectif d'Elon Musk avec le rachat de Twitter, c'est qu'il a le meilleur outil de relations publiques à sa disposition. Il a des dizaines de millions de followers et ses tweets est l'une des raisons qui permettent de garder l'action de ces entreprises à flot, notamment l'action de son entreprise Tesla. Parce que sur la performance pure, l'action de Tesla vaut zéro par rapport à d'autres constructeurs d'automobiles. Et on a vu aussi ces manipulations sur les crypto-monnaies, etc. C'est clairement pas un saint, le mec. Ensuite, vous avez aussi toutes les attaques qui ont eu lieu lorsqu'il a racheté Twitter, notamment l'Union européenne. L'Union européenne prépare un cadre de législation qui s'appelle le DAS ou le DSA, Digital Act Service, législation des services numériques, qui responsabilise les GAFAM, les grosses plateformes, et en général une plateforme qui a plus de 45 millions d'utilisateurs, de les responsabilités sur les contenus illicites, sur les contenus illégaux, etc. Et tout le monde a ratifié, et c'est un cadre en fait de censure. C'est un cadre de censure au niveau européen, et ça peut faire très mal parce que en fait, si par exemple la Commission européenne dit que telle plateforme publie de manière répétée des fausses informations ou des informations contre la doxa officielle, alors la plateforme peut se voir infliger une amende correspondant à 6% de son chiffre d'affaires. Ça fait mal au cul, quoi. Voilà. Et comme Elon Musk ne fait pas partie des gauchistes et des bien-pensants, etc., ce n'est ni un européiste ni un démocrate, eh ben, Twitter sera la cible de toutes les attaques. Attendez-vous à beaucoup d'attaques dans les jours à venir. Ça, c'est la première chose. Et en sachant que même d'autres réseaux pourraient être ciblés. On parle beaucoup de Telegram. Moi, c'est vrai, je m'informe énormément sur Telegram, mais les serveurs de Telegram sont en Allemagne. Les propriétaires de Telegram, contrairement à ce qu'on dit, sont pas des Russes. C'est des Ukrainiens à la base. Russo-Ukrainiens, si vous voulez. Donc, Telegram, si il y a des plaintes répétées qu'il y a des groupes ou des channels pro-russes sur Telegram, ils pourraient se faire censuré. Donc c'est de vrais questionnements en fait. Maintenant, il faudra attendre plusieurs mois pour qu'on voit le nouveau visage de Twitter. Et par exemple, parmi les mesures qui seraient vraiment intéressantes, c'est la publication, en tout cas partielle, du code source. C'est-à-dire pour qu'on puisse savoir comment fonctionne l'algorithme. Il y a aussi le gros problème de la modération sur Twitter. La modération sur Twitter est toute puissante. La hiérarchie n'a pas vraiment son mot à dire si un crétin en Indonésie, au Maroc ou en Algérie décide de suspendre un compte. Je dis, moi j'ai été freelance pendant 10 ans, moi j'ai travaillé dans plein de saloperies, et moi j'ai été modérateur d'une certaine plateforme qui commence avec un Y et qui finit avec un E. Et quand vous êtes modérateur, vous avez une longue liste de trucs que vous devez vérifier, par exemple dans une vidéo ou une publication, mais surtout, on vous demande pas d'avoir une censure justifiée, une suspension raisonnée. Non, vous travaillez au quota. Vous devez, par exemple, analyser 1000 vidéos par jour, vous êtes payé 15 centimes ou 20 centimes de l'heure, tout ça c'est de la réalité. Voilà, et donc automatiquement vous faites du chiffre sur une vidéo de 60 minutes, vous allez regarder 5 secondes, et s'il y a un mot qui vous plaît pas, paf, la vidéo est décapitée. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que, voilà, les dirigeants et la hiérarchie n'a absolument aucun moyen
de voir ce qui se passe. C'est pas possible en fait. Donc vous avez cette modération qui est absolument toute puissante. Ensuite, vous avez aussi le shadow ban. Le shadow ban sur Twitter, c'est-à-dire que vous n'êtes pas suspendu, vous n'êtes pas notifié de suspension, mais vos tweets sont invisibles, personne ne vous remarque, personne ne vous retweet, et vous pensez que vous n'avez aucun succès, aucune visibilité, mais c'est juste que vous n'apparaissez nulle part. C'est la pire des censures. C'est un bâillon absolu. Donc, j'espère que Musk va faire ce qu'il faut pour régler ces problèmes de censure sournoise. Et après, on verra. Il faudra attendre peut-être 6 mois, 8 mois. Et c'est aussi une bonne chose que maintenant l'entreprise est redevenue privée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus cotée en bourse, donc soumise aux aléas du marché. Ça, c'est une très très bonne chose. Donc, il faudra attendre patiemment pour voir ce que ça donne. Et je peux vous dire que ça va être une bataille acharnée parce que tout ça, c'est des préparations pour les élections de mi-mandat. En 2022, il n'y a qu'une seule élection qui compte, c'est les élections de mi-mandat. Tout le reste, c'est les élections de figuration. Donc, voilà. Il faut attendre, mais il faudra attendre pas mal de temps avant qu'on puisse dire que Twitter redevient un endroit fréquentable. Parce qu'il y a des gens, des profils suspects, comme dirait l'autre, qui sont revenus sur Twitter et qui se sont fait ban de nouveau de manière instante. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.